Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à Tours et c'est en déambulant dans le musée des Beaux-Arts que nous allons passer en revue l'histoire du sourire et de ses représentations de l'Antiquité à nos jours. Vous me suivez ? Regardez Akhénaton et ce sourire de toute puissance. Nous sommes au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et Akhénaton décide de rompre radicalement avec son prédécesseur Aménophis III. Le nom de naissance d'Akhénaton est Aménophis IV. Et pour marquer sa différence, il va jusqu'à bouleverser les représentations. Son père avait déjà fait une grande partie du chemin en arrêtant le portrait symbolique au portrait du profil réaliste, et Akhénaton va jusqu'à la caricature en accentuant les caractéristiques physiques. Les yeux en amande sont protubérants, les paupières lourdes, le menton excessivement allongé. La bouche est charnue, presque hypertrophiée, le sourire est dominateur. En Mésopotamie, au niveau de la Syrie actuelle, Ebi-Il, en position d'Oran, nous regarde depuis 4500 ans avec ses yeux incroyables en lapis-lazuli. Ses mains sont ramenées devant sa poitrine en un geste de prière qui caractérise les statues d'Oran, dont la fonction est de perpétuer la prière du fidèle dans le temple. Et regardez ce merveilleux sourire si bien dessiné, bienveillant. Aparté, Ebi-Il est à la pointe de la mode en Mésopotamie à cette époque avec ce konakès, tissu à longue mèche imitant les poils de chèvre ou de mouton. Et puis, en moins 550 avant Jésus-Christ, regardez le sourire malicieux de ce cavalier athénien. Nous sommes en Grèce, pendant la période archaïque, et en histoire de l'art, ce jeune homme imberbe s'appelle un kouros. Ce sourire archaïque est caractéristique des sculpteurs grecs et étrusques de cette époque. Il suggère que leur objet est vivant, empreint d'un sentiment de bien-être. Pour la petite histoire, la tête originale de notre cavalier se trouve au Louvre, alors que son corps et son cheval sont au musée de l'Acropole à Athènes. La raison ? La tête a été découverte en 1867 et emmenée au Louvre, le corps et le cheval en 1877, donc 10 ans plus tard, et ces derniers sont restés à Athènes. Ce n'est que 60 ans plus tard qu'un archéologue anglais a eu l'intuition, qui s'est vérifiée, que la tête et le torse collaient. Mais aucun des deux musées n'a voulu se séparer de sa partie de sculpture. La tête est restée au Louvre, le corps et le cheval à Athènes, mais à Athènes, ils ont fait un moulage de la tête. C'est pour ça qu'on peut la voir là-bas en entier. À la même période, regardez ces époux étrusques de la côte tyrrhénéenne qui se sont fait construire un sarcophage. Tendrement blottis l'un contre l'autre, ils évoquent la relation conjugale des défunts. Les proportions et l'attitude de la femme, similaires à celles de l'homme, indiquent la place importante que tenaient les femmes dans les cités étrusques. Et ils ont ce sourire caractéristique dont nous avons parlé. Pour terminer avec l'Antiquité, nous allons parler des portraits du Fayoum. La région du Fayoum, c'est ici, au centre de l'Égypte. C'est ici qu'on a découvert les premiers portraits de ce type, mais on en a découvert dans d'autres régions égyptiennes. Les Romains sont arrivés en Égypte en moins 30 avant Jésus-Christ et ont apporté leur tradition du portrait. Regardez ici les fresques de Pompéi, la ressemblance des visages. Ils ont repris cette tradition, mais avec la technique grecque de l'encaustique, la peinture à la cire, et les ont juxtaposés sur l'art funéraire égyptien, puisque ces portraits, au départ exposés dans les habitations, étaient finalement apposés sur les momies. Partons maintenant plus à l'est. Le Bouddha est toujours représenté avec un sourire de sagesse. Bouddha, qui signifie l'éveillé, est le chef spirituel fondateur du bouddhisme. Il a vécu en moins 600 avant Jésus-Christ, mais ce n'est que 700 ans plus tard qu'il sera représenté avec des traits humains. En effet, avant, il est représenté de façon aniconique, c'est l'inverse de iconique. Il est donc représenté avec des symboles, par exemple l'arbre de vie, la roue de la loi ou le trône vide. Au 1er siècle, dans le Gandhara, entre l'Afghanistan et le Pakistan, cette sculpture du Bouddha est donc l'une des premières. Et les siècles n'ont pas éteint ce sourire. Regardez au 5e siècle cette statue indienne et au 18e ces 3 Bouddhas en bronze doré. Celui de gauche symbolise la tranquillité et l'avenir. Celui du milieu symbolise le présent et celui de droite représente le passé et accueille les croyants. Pour terminer avec le Bouddha, regardez cette sculpture contemporaine. Elle date de 2007. C'est une représentation de Bouddha endormi en Indonésie à Bali. Elle mesure 15 mètres de long sur 3 mètres de haut. On s'en rend mieux compte sur cette image. La position couchée sur le côté droit, une main sous la tête, représente le dernier enseignement que le Bouddha a donné aux moines, moralité, concentration et sagesse, avant de passer dans le parinirvana, c'est-à-dire de quitter la vie terrestre. Et regardez ce sourire. Tout comme ses joues pleines et ses yeux mi-clos, il exprime la sérénité et le détachement, la concentration et la sagesse, ainsi que la bienveillance.
Alors pourquoi en Occident, quand on se promène dans les musées, on voit souvent ce genre de portrait avec des visages très neutres ou alors légèrement esquissant un sourire? Ici, c'est un portrait de Giovanni Moroni. Et quand on regarde le tableau d'à côté, réalisé par Arnold Brunkhurst, c'est la même chose. Le visage est très neutre. Sur son vêtement, on voit juste les attributs de sa fonction. Et le fond est très sombre aussi. Eh bien, à cette époque, les émotions et les passions représentées sont réservées soit à la mythologie. Regardez la douleur sur le visage et dans le corps de Prométhée, dont le foie est peu à peu dévoré par un aigle. Et d'autre part, dans les sujets religieux. On trouve de la douleur, des évanouissements, des larmes, mais aussi de la joie et de la plénitude. Regardez cette Vierge à l'enfant, Marie et Jésus, comme ils ont l'air heureux. Et voici maintenant l'un des tableaux les plus remarquables du musée des Beaux-Arts de Tours. Une Vierge à l'enfant de Pierre-Paul Rubens. Regardez la délicatesse des traits, la transparence de la peau, le détail dans la chevelure. Mais eux, qui sont-ils? Eh bien, ce sont les donateurs, c'est-à-dire les personnes qui ont commandé le tableau pour en faire une œuvre de dévotion privée. C'est pour ça qu'ils sont représentés en train de prier. Et sur ce tableau, on voit très bien la différence de traitement entre les figures religieuses et les figures terrestres. Eh bien, au 5e siècle, avec l'invasion du christianisme, la bouche s'est chargée d'une symbolique liée au péché originel. En effet, c'est avec ses lèvres qu'Ève a croqué le fruit défendu, ce geste qui entraîne, selon les chrétiens, l'humanité dans sa chute. Dès lors, dans les portraits, nous ne voyons plus les dents que sur les portraits de fous, de saltimbanques, de mendiants, d'ivrognes, de prostituées. Et ces caractéristiques, attribuées à la représentation d'un sourire denté, va perdurer longtemps. Passons en revue quelques tableaux célèbres de l'histoire de l'art. La jeune fille à la perle. Elle a un joli sourire, mais on voit ses dents. Cela signifie qu'elle est d'un rang social inférieur. L'amour victorieux de Le Caravage. Regardez ce grand sourire. Il représente la passion amoureuse de Cupidon. Nous sommes dans la mythologie. Et en même temps, regardez, il a de quoi triompher. À ses pieds ont été piétinés des instruments scientifiques, artistiques, littéraires. C'est le tsunami de l'amour qui ravage tout sur son passage. Et enfin, pour terminer, bien sûr, l'incontournable, la Joconde. Nous avons une copie ici au musée des Beaux-Arts de Tours. Sa bouche est fermée, ce qui signifie qu'elle est de haut rang social. Ce célèbre sourire esquissé est une marque de ses bonnes mœurs, ceux d'une dame qui respecte la civilité de son époque. Et puis il y a une autre raison à ces bouches fermées, c'est qu'à l'époque, on n'a pas forcément un beau sourire. Heureusement, on peut compter sur l'école flamande pour nous montrer de belles dentitions. Ce sont des détails du portement de croix de Jérôme Bosch. À l'époque, quand une dent nous faisait trop souffrir, on se la faisait arracher directement. Par le barbier, bien sûr, puisqu'il avait le fauteuil idéal. Pourtant, la brosse à dents telle qu'on la connaissait existait déjà, mais en Chine. Elle est apparue au XVe siècle, mais elle a mis 3 siècles à arriver jusqu'en France. Et au XVIIIe siècle, elle restait un objet de luxe. Regardez la brosse à dents de Napoléon. Manche en or et poils de sanglier, s'il vous plaît. On peut en admirer des semblables au musée du Louvre. On avance dans le temps. On a maintenant de belles dents et on peut les montrer. Et puis le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières qui remet l'individu au centre et qui permet donc aux artistes de s'affranchir des sujets religieux et donc de redonner leur sourire au portrait. Les historiens de l'art attribuent souvent cet autoportrait d'Élisabeth Vigée-Lebrun avec sa fille, daté de 1786, au premier tableau montrant un sourire que l'on pourrait qualifier de moderne. En réalité, cela fait déjà plusieurs années que l'artiste montre délicatement les dents de ses modèles, comme on le voit sur ses portraits et également sur ce premier autoportrait qui date de 1782. Mais ce tableau, avec sa fille Julie et le sourire de l'artiste aux dents blanches à peine dévoilées, fait scandale, comme toujours avec les changements avant de faire école. On le voit avec les œuvres de Jacques-Louis David, Anne Valéière-Coster et d'Adélaïde Laby-Guillard. Et ça va être l'occasion pour moi de vous présenter des artistes, puisque plusieurs femmes à l'époque se battent pour pouvoir exposer et entrer dans des académies. Les autoportraits deviennent alors politiques. Se représenter devant une toile, les pinceaux et la palette à la main, était une façon de répondre dans et par la peinture à ceux qui niaient la légitimité d'une carrière artistique féminine. Au XIXe siècle, avec l'invention de la photographie, on assiste bizarrement à un retour en arrière. On arrête de sourire sur les portraits. Alors c'est vrai qu'avec cette nouvelle technique, il faut poser au moins 10 minutes pour avoir un portrait. Mais c'est surtout que, comme au tout début des portraits peints, l'objectif ici est la démonstration de la condition sociale. On pose avec ses attributs, dans son décor, au détriment de l'expression passagère du visage. Ça ne vous rappelle rien ?
Et puis la couleur arrive, la photographie se démocratise et les familles ont envie de garder en souvenir des moments heureux. Ouf! Nous avons tous ces albums photos avec des moments naturels et spontanés pris autour de la table, en vacances, à Noël, on a les bébés, on a les cousins, on a tout le monde, les amis, bref, la vie. Et encore plus aujourd'hui avec l'arrivée du numérique, nous avons tous à portée de main le moyen d'immortaliser chaque instant les autres, mais aussi nous-mêmes. Et puis un jour, vous voyez ça. Pourquoi les mannequins font-ils toujours la tête? La photographe de mode Maude Arsenault explique. L'élégance, le chic et le luxe ne sont pas associés à une femme souriante et joviale. Dans les 20 premières années de ma carrière de photographe de mode, à partir du moment où il y avait un sourire, ça devenait une image commerciale bas de gamme. Les seules campagnes où l'on voyait des femmes sourire étaient pour des vêtements ou des marques très accessibles. Donc encore une fois, sourire égale bas peuple. La façon de se faire le portrait a changé, mais le sens qu'on y met n'a pas changé. Le visage neutre est encore et toujours un signe de supériorité. Pour terminer sur de beaux tableaux pop, voici dans les années 60 la série des Marilyn d'Andy Warhol et La fille dans le miroir de Roy Lichtenstein. Pour conclure, le sourire est un phénomène social et culturel qui renvoie à des constructions émotionnelles et intellectuelles. Donc, ne vous prenez pas au sérieux, souriez et continuez de faire des grimaces sur vos selfies.